Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Compta for Good, la RSE en action. Le premier podcast dédié à la RSE pour les acteurs du monde du chiffre. Bienvenue dans ce 5e épisode où nous allons parler de société à mission et peut-être un peu de raison d'être. Je suis Jean-François Cotin, en charge d'un collectif qui travaille au sein de l'Ordre des experts comptables de la région Île-de-France sur les questions de la RSE. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Sarah Guéraud. Bonjour Sarah. Bonjour Jean-François. Qui est en charge des audits RSE. Et Sigrid Lamant. Bonjour Sigrid. Bonjour Jean-François. Qui est manager chez Celenis et qui accompagne les directions dans la transformation de leur société et de leur modèle économique. Alors bienvenue à toutes les deux. Merci d'être avec moi pour cet échange, pour parler de société à mission. Alors quand je me suis lancé, moi, pour regarder un peu ce que c'était qu'une société à mission, ça m'a fait penser au film, magnifique film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a eu une Palme d'Or en 86 avec un joli Robert De Niro, et qui parle finalement d'évangéliser les autochtones du Québec sur la bonne parole. Alors ce film, il finit pas bien, parce que finalement la mission s'éteint. Donc c'est les craintes qu'on peut voir en ce moment sur les sociétés à mission. On a eu un engouement en 2018, 19, 20. Et puis aujourd'hui, on a quelques questionnements. Donc l'objectif de notre échange, c'est d'essayer de bien comprendre ce que c'est et de nous confirmer si les sociétés à mission, c'est vraiment l'avenir de nos sociétés. Alors peut-être pour commencer un peu d'histoire, d'où vient ce concept de société à mission et quand est-ce qu'il a été inscrit dans la loi, Sarah ? Alors, c'est la loi Pacte de 2019 qui a permis de démarrer cette nouvelle transformation. Et on a eu deux décrets qui ont été importants. Un décret de janvier 2020 qui a défini le rôle de l'organisme de contrôle, l'organisme tiers indépendant, l'OTI. Puis un autre décret qui est paru récemment en mai 2021 qui a reprécisé un peu plus son rôle, notamment dans le rapport qu'il doit émettre. Mais en gros, une société à mission, c'est une nouvelle qualité déjà. Donc c'est pas c'est une transformation de l'objet social de l'entreprise. Donc on garde le même type de société. Voilà, il n'y a pas d'impact juridique. D'accord. Donc on reste sur sa forme juridique initiale. D'accord. Et ensuite on inscrit dans ses statuts sa raison d'être et les engagements sociaux et environnementaux pour les atteindre. Donc c'est un engagement fort pour la gouvernance, pour le mettre en place. Et un des points clés qui permet de vérifier que la raison d'être est bien menée et que les engagements sont bien exécutés, il y a un double contrôle, un contrôle du comité de mission qui doit être mis en place par l'entreprise et un contrôle par un organisme tiers indépendant, l'OTI, qui doit mener un contrôle selon une durée prévue par la loi en fonction de sa taille. D'accord, donc c'est finalement un outil de plus. Et alors, derrière, quelle était la logique de la loi ? Pourquoi on s'est mis à vouloir créer des sociétés à mission ? On s'est mis à vouloir créer des sociétés à mission pour faire entrer tout type de société dans une économie une quatrième voie qu'on va pouvoir qualifier d'économie responsable. C'est une économie qui, quel que soit l'objet social de l'entreprise, lui permet une prise en compte des problématiques posées par les enjeux sociétaux et environnementaux. C'est en fait une œuvre de confiance et de conscience des entreprises, quel que soit leur objet social. Ça ne modifie pas l'objet social de l'entreprise, c'est simplement lui donner une dimension, un engagement supplémentaire qui lui attribue une étiquette de responsabilité sociétale, quelle que soit la taille. Certaines entreprises de plus de 500 salariés ont depuis déjà 7 ans l'obligation de produire un rapport RSE annuel. Les petites sociétés n'y étaient pas tenues et cette loi leur donne la possibilité de le faire elles aussi. D'accord. Alors, Sigrid, moi j'aurais une question pour toi parce que ouais. On a parlé de raison d'être. Déjà, ouais. C'est quoi une raison d'être ? La raison d'être, c'est la première marche de cet état d'engagement supplémentaire qui veut que l'entreprise s'attribue une qualité d'engagement. C'est vraiment l'engagement, c'est le maître mot, une qualité d'engagement vis-à-vis des problématiques à nouveau posées par ces enjeux sociétaux et environnementaux. C'est-à-dire c'est la société qui annonce
sa prise de conscience et les engagements qu'elle prend vis-à-vis de ces enjeux-là. D'accord. Et alors, quand est-ce qu'une direction, dans les échanges que vous avez, se dit tiens, je vais faire ça, parce que c'est quand même un peu contraignant de devenir société à mission. C'est un peu contraignant, mais c'est une contrainte vertueuse. Un dirigeant d'entreprise, alors effectivement, l'initiative peut venir du dirigeant et c'est là où ça va être le plus efficace, j'ai envie de dire, parce que si le dirigeant est porteur de la démarche, s'il y croit, ça marche. S'il y croit, ça marche, il embarquera les salariés et les collaborateurs. Mais l'idée de la démarche peut venir d'un collaborateur. C'est un projet de toute façon participatif. Qu'est-ce qui peut motiver ça ? Eh bien, ça peut être tout à fait une volonté de fédérer, de motiver les salariés autour d'un projet qui transcende un peu l'objet social de l'entreprise, qui lui permet une implication qui va au-delà des compétences métiers, qui lui permet de se reposer les questions sur l'ADN de la société, sur sa raison d'être au sens littéral, sur sa place dans la société, sur le rôle qu'elle tient, sur ce qu'elle peut apporter au-delà des attentes, je dirais, lucratives, tout simplement. Et qu'est-ce qui fait, dans ton expérience, que tu vois des dirigeants qui souhaitent se contraindre ? Parce que finalement, un label est aussi une manière de faire la même chose, ou en tout cas quelque chose de semblable. Absolument. Mais c'est moins contraignant, et puis il n'y a pas de contrôle, donc c'est quand même plus simple de communiquer. Alors, sur la raison comment on d'être, fait le choix ? Sur le premier step, la première marche de la définition de la raison d'être, c'est un cadre réglementaire qui n'est pas très engageant en termes de rendu et de résultats. Il n'y a pas d'objectif formulé engageant, il n'y a pas d'indicateur à fournir, il n'y a pas d'objectif. Mais on le met dans les statuts chiffré. Quand même. On l'inscrit au statut, ce qui permet de figer dans le marbre cette direction qu'on s'est donnée, cette ambition. Ça permet d'énoncer l'ambition, l'ADN et l'ambition. Et ce sera opposable en justice ? Alors, la responsabilité... Par exemple, ma raison d'être, c'est de ne pas polluer et que finalement je pollue. Alors, ta raison d'être ne peut pas... Mais... Oui. La raison d'être ne peut pas être ne pas polluer. Ne pas polluer, ça devient un objectif. D'accord. La raison d'être, c'est quel est mon rôle, ce que j'apporte dans la société. Ce ne sont pas les engagements que je vais formuler pour le futur. D'accord. Donc, on ne peut pas te sanctionner sur ce que tu portes et ce que tu ambitionnes. D'accord. Donc, c'est pas forcément opposable. Non, la raison d'être n'est pas opposable. En revanche, ce qui va être opposable, c'est la sincérité de la démarche vers l'entreprise à mission. Vers l'entreprise à mission, à partir du moment où la société va se fixer des objectifs, il va falloir qu'elle soit en mesure de mettre les moyens au service de ces objectifs qu'elle s'est fixés. Et là, c'est la partie que Sarah va contrôler. Si la société n'a pas mis en regard de moyens pour la réalisation de ces objectifs, quelque part, le risque qui va exister, c'est déjà de ne plus avoir le droit de faire figurer cette mission et ces engagements au sein des statuts. D'autre part, là, si on entre dans un cadre plus assurantiel ou mutualiste, moi j'ai accompagné une mutuelle de prévoyance sur cette démarche, le dirigeant, si le CA estime que le dirigeant n'a pas mis les moyens en regard pour la réalisation des objectifs, oui, éventuellement il peut mettre en porte-à-faux son rôle. D'accord, donc la première étape, ça peut être une question de labellisation, ça peut être une question de raison d'être. Et l'étape d'après, celle qui structure avec une opposition possible en justice, c'est la mission. D'accord. C'est les engagements de mission. Alors du coup, sur ces sociétés à mission, Sarah, aujourd'hui, on en est où ? Parce que c'est quand même assez récent, de ce que tu nous disais sur l'âge. Donc, il y en a combien ? Combien de rapports sont sortis ? Alors, du coup, on a la chance d'avoir des observatoires de sociétés à mission. Notamment, il y a la communauté des entreprises à mission qui diffuse plein d'informations sur le sujet et qui suit du coup un observatoire. D'accord. Dernièrement, les chiffres, c'est plus de 250 entreprises qui se sont transformées, donc qui ont modifié du coup leur statut.
Et dans la présentation de ces entreprises, la moitié, à peu près 50%, sont des entreprises de moins de 50 salariés. Donc des petites. Donc des petites. Et ensuite, on a à peu près 20% qui sont entre 50 et 250 salariés. Donc on est quand même sur un panel aujourd'hui de 70% d'entreprises qui sont des PME, TPE. Oui, donc si la loi est passée en 2019, ça veut dire que ça a dû commencer en 2020. Exactement. Et oui. donc les contrôles commencent. Donc les débuts de transformation, en effet, c'est 2020. Les contrôles commencent. On a quelques rapports d'OTI qui sont sortis, mais vraiment, on les compte sous les doigts d'une main. Et puis du coup, on a eu aussi un petit peu de retard au niveau des OTI, en termes de nomination des OTI, qui n'a pu se faire du coup que très récemment. Donc on a un peu de retard. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul, en tout cas, sur les rapports de mission. Et sur les rapports de l'OTI par rapport à ces missions-là. Mais ce qu'on voit finalement en termes de tendance, c'est comme ce sont des sujets portés par des TPE-PME, donc qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que les ETI ou les grosses structures. Leur démarche, en fait, n'est pas encore assez structurée, finalement. Mais du coup, ils sont quand même très agiles par rapport à de grosses entités. Et du coup, là, en tout cas, ce qu'on a comme difficulté aujourd'hui en tant qu'OTI, enfin, c'est pas une difficulté, mais c'est un point du coup qui doit être surmonté, c'est la déclinaison opérationnelle des objectifs statutaires en objectifs opérationnels. Et ça, c'est important du coup pour l'OTI que cette démarche, cette déclinaison, cette feuille de route soit claire, tant pour l'entreprise que pour ses parties prenantes qui vont lire demain le rapport de mission, et que l'OTI pour permettre du coup de contrôler. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est quand même un outil juridique assez costaud, parce que derrière, ça veut dire que c'est inscrit dans l'objet social, que ça nécessite un contrôle. Alors, la beauté, c'est que finalement, on s'engage pour le futur, pour notre société, et en incluant finalement une mission, on s'engage à aller dans une direction qui est beaucoup plus forte que l'objet social et beaucoup plus forte que l'argent qu'on peut vouloir dégager, avec forcément, j'imagine, parfois, mais demain, plus qu'aujourd'hui, des tensions entre rentabilité et atteinte des objectifs de mission. Alors, moi, j'aurais une question toute simple. Comment je fais demain, si je veux être société à mission, je me lance, je modifie mon objet social et c'est parti. Comment ça se passe ? Tu veux que je prenne la parole ? Avec plaisir. Définir l'objet social, ça, il est fait de facto. La démarche première, c'est de donc s'interroger sur sa raison d'être. S'interroger sur sa raison d'être, c'est faire un bilan du passé, s'interroger sur l'ADN de l'entreprise, ce pourquoi on a été créé, ce pour qui on a été créé, vers quoi on souhaitait aller à l'époque, les impacts qu'on a eus d'ores et déjà et les ambitions qu'on se fixe. C'est un vrai retour sur le passé et une projection sur l'avenir. C'est un peu comme une psychothérapie d'entreprise. Un peu, quelque part. on peut dire ça comme ça, et l'idée, c'est d'arriver à un portrait qui soit parlant de ce qu'on est, et surtout on se rend compte en fait de l'impact qu'on a pu avoir d'ores et déjà au-delà de son objet social et au-delà de ce qu'on pourrait qualifier de bienveillance pour ses salariés. C'est aller au-delà et se dire mais quel a été mon impact sur la société élargie. D'accord. Donc, j'ai d'abord ce constat. J'ai ce constat. Une fois que j'ai fait ce constat, concrètement, je vais voir mon expert comptable, je vais voir un juriste, je vais voir un avocat. Alors, nous, on peut vous aider déjà. On peut aider, les entreprises à se poser les bonnes questions, à recentrer un peu le questionnement qui peut sembler assez vaste. C'est un sujet qui est nouveau, qui mérite d'être jalonné, pardon. Et puis ensuite, il faut formuler des objectifs pour le futur. Ces objectifs, ils vont concerner la société, ils vont concerner l'environnement, ils vont concerner la société dans sa globalité, c'est-à-dire vraiment d'aller au-delà de son objet social. Et puis derrière, il va falloir s'interroger sur la manière d'y arriver. D'accord. J'écris tout ça.
Je fais ma modification de statutaire. Déjà, j'embarque un maximum de collaborateurs et d'élus dans la démarche. J'essaie, dans la mesure du possible, d'élargir la consultation à l'ensemble de mes parties prenantes pour recueillir leur adhésion, pour fédérer l'ensemble dans ce mouvement. Et puis, donc, je le fais voter par le CA, je fais voter par l'AG si j'ai une AG, si la taille de mon entreprise le permet. Et puis, je commence à décliner les plans d'action pour mettre en œuvre ces plans d'action qui sont déployés dans le souci de la réalisation de ces objectifs. Par ailleurs, je vais me mettre en relation avec un OTI que j'aurais identifié. Oui, parce qu'il me faut un certificateur. Absolument. Et qui est nommé pour combien de temps ? Alors, l'auditeur peut être nommé du coup chaque année. Par contre, on a un maximum du coup de 6 ans par exercice renouvelable une fois. Donc c'est 12 ans. D'accord. Max. Et donc l'auditeur va intervenir au bout d'un an. Alors l'auditeur, du coup, on a aujourd'hui nous ce qu'on propose, comme ce sont des démarches nouvelles, on propose de faire un visa, un check si je peux dire, au préalable, avant du coup l'audit du coup du rapport de mission, parce qu'on voit c'est que finalement les entreprises sont en train de se construire, de se mettre en place. Donc voilà, on n'a pas encore des démarches très structurées. Donc les entreprises se construisent au fur et à mesure. Et du coup, pour moi, le rôle de l'auditeur, c'est vraiment d'anticiper. Donc, en fait, l'idée, c'est que on vienne pas qu'à la fin et on dise, l'état des lieux final et voici notre rapport. On va essayer du coup de les accompagner du coup en amont pour, en tout cas, que les attendus de l'OTI qui répondent bien du coup aux attendus de l'OTI. C'est ça la démarche. Et c'est vrai que du coup, le fait de se fixer un cap, déjà, se fixer une trajectoire, du coup par le biais du coup des statuts, et de décliner cette trajectoire au sein du coup d'une feuille de route opérationnelle, ça donne du coup tout de suite une démarche plus opérationnelle, plus concrète, une lecture plus agréable même auprès des parties prenantes, plus logique. Et si tout ça c'est bien construit au départ, finalement l'audit va bien se passer. Donc en fait, en soi, l'audit n'est pas une contrainte. En fait, une société à mission, ça permet un peu de lutter contre le greenwashing, parce que de fait, j'ai un tiers externe qui va contrôler, donc je suis quand même pas forcément jugé partie. Alors exactement, c'est vrai que nous, du coup, en tant qu'OTI, on fait, en tout cas, au sein du cabinet, on fait extrêmement attention à l'acceptation des missions, parce que malheureusement, on a pu voir des entreprises qui ont, en termes de raison d'être et d'engagement, du coup, on voit tout de suite quand c'est du mission washing déjà, juste en discutant avec les dirigeants. Donc nous, on a pris comme position, du coup, de pas les récupérer. Choisissez vos clients. On choisit nos clients, exactement. Une chance. Nous avons une éthique. Ils nous espèrent, voilà. Et du coup, nous essayons du coup d'accompagner au mieux, en tout cas ceux qui y croient. C'est une démarche volontaire, donc du coup, il faut vraiment avoir des gens qui soient vraiment investis. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir parmi mes clients des gens très investis dans le domaine, donc ça, c'est très agréable de travailler avec des gens qui y croient. Et donc c'est tout le plaisir de travailler avec eux pour avancer avec eux dans la démarche. D'accord. Alors, quels sont les inconvénients de ce type de démarche ? Alors, si je peux me permettre, au sein de l'entreprise, en interne, ce type de démarche implique la constitution d'un comité interne. D'accord. Un comité de mission qu'on pourrait considérer comme une instance supplémentaire. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas une instance décisionnaire, mais c'est un groupe de réflexion qui est constitué, si on le construit intelligemment, d'un représentant de chaque partie prenante, d'experts métiers, éventuellement d'élus si la structure de l'entreprise est ainsi faite, de dirigeants potentiellement. Ce groupe-là, c'est le comité de mission et c'est lui qui est en interne chargé de recueillir les indicateurs qui vont faire preuve... Qui va s'assurer du suivi en fait. Absolument. D'accord. Et qui vont produire ce rapport de mission, rapport du comité, qui doit être produit, Sarah, tu me confirmeras, tous les ans. À l'Assemblée générale qui approuve les comptes. Voilà, jointe au rapport annuel, en fait, au rapport de gestion. Lors de l'AG. Ce comité de mission est à la fois le garant dans l'entreprise de la bonne marche et de la sincérité de la démarche.
Et ce qu'on peut voir du coup d'un point de vue opérationnel, c'est vrai que beaucoup, il y a une démarche de réflexion, vraiment de réflexion sur je mets qui du coup dans mon comité de mission. Donc il y a finalement plusieurs approches qu'on voit en pratique. Soit une approche où il n'y a que des personnes en interne. Donc c'est vraiment, alors dans ce cas-là, c'est plutôt des projets portés en interne aussi par l'entreprise, un projet collectif en interne plus qu'un projet du coup d'intégration du coup de parties externes. Soit du coup, alors pour le coup, des comités de mission qui sont complètement externes, avec que des personnes du coup, des universitaires, des chercheurs, des clients, des parties prenantes, des institutions, enfin voilà, qui peuvent constituer ce comité de mission. Et je trouve que l'idéal finalement, c'est un peu un mix des deux, c'est-à-dire 50% interne et 50% de l'externe. Voilà, ça c'est idéal. Et aujourd'hui, tout le monde se réfléchit également à l'indépendance de ce comité de mission, qui a quand même pour rôle de suivre l'engagement. Du coup, de l'engagement socio-environnementaux qui sont inscrits dans les statuts. Et du coup, finalement, il doit avoir une forme d'indépendance pour pouvoir, à un moment donné, dire à la gouvernance, oui, non, mais là, la façon dont vous allez, c'est pas la bonne façon de faire. Et pour avoir cette indépendance, cette liberté, du coup, de donner un avis par rapport à ce qui a été fait, c'est compliqué d'avoir aussi un président ou une direction générale qui est, du coup, dans ce comité de mission. Mais je peux comprendre également du coup les dirigeants qui souhaitent aussi aider, accompagner du coup ce comité de mission dans leur suivi. Donc on est encore au milieu du gué, voilà, tout le monde se construit, mais en fait, avec une vraie question de gouvernance et de légitimité. Sachant que les entreprises de moins de 50 salariés peuvent se contenter d'un référent de mission, une seule personne qui est le référent de mission. D'accord. Alors Sarah, moi j'aurais une question pour toi, parce qu'on a beaucoup parlé de la partie audit, mais comment un expert comptable, un conseil du chef d'entreprise peut accompagner sur cette démarche de société à mission, et quel est son rôle selon toi ? Alors pour moi, l'expert comptable est au cœur du coup du conseil aux dirigeants. Donc aujourd'hui, on voit bien que 70% du coup de ces entreprises qui se sont transformées en société à mission sont du coup des PME et TPE, donc la cible du coup des experts comptables. Et au vu de ce que je vois aujourd'hui, alors le dirigeant, accompagné du coup d'un conseil en stratégie, définit sa raison d'être et ses objectifs. Mais après, derrière, pour mettre en place la feuille de route, la déclinaison opérationnelle, et du coup les indicateurs de suivi, du coup des actions qui sont en place, là, du coup, l'expert comptable a tout son rôle. Aujourd'hui, on est en termes d'indicateurs, on a 3 niveaux d'indicateurs en termes de suivi de la mission. Des indicateurs du coup d'action, action faite, pas faite, ok. Des indicateurs qui permettent du coup de suivre l'objectif opérationnel. Donc là, on se repose encore une autre question sur une autre forme, un autre niveau d'indicateur. Et puis l'indicateur le plus important, c'est l'indicateur d'impact, du coup qu'a eu la structure pour atteindre du coup sa mission. Et ça, cet indicateur d'impact, c'est encore à créer aujourd'hui. Donc en fait, l'expert comptable qui est au cœur de la donnée, du coup peut tout à fait accompagner son client dans la recherche du coup d'indicateurs, et puis surtout voilà dans sa constitution, dans les éléments de preuve à apporter, et puis dans la fiabilité, parce que bien sûr l'ETI après va vérifier la fiabilité de cet indicateur. D'accord, donc on peut avoir une initiative de conseil pour faire naître la graine. On utilise l'expert comptable pour aider à grandir et aider à construire tout cet arbre de la connaissance de sa mission. Et puis, on se fait contrôler ensuite pour s'assurer qu'on grandit bien et qu'il n'y a pas de verre dans le fruit. Voilà, exactement. Alors, j'aurais une question pour chacune d'entre vous. Déjà, ce qui est étonnant, là, c'est qu'on vient de parler quand même de beaucoup de choses, mais pas beaucoup de compta. Et pas beaucoup d'indicateurs financiers. Si vous avez des gens qui nous écoutent, qui souhaitent faire quelque chose demain dans leur quotidien pour mettre un peu la RSE en action, soit au travers de sociétés à mission, soit au travers d'autres actions, est-ce que vous auriez un petit conseil à leur donner ? Sigrid, tout de suite. Une petite action comme ça. L'action qui serait la plus parlante, mais qui adresse des entreprises d'une taille d'ores et déjà conséquente, c'est de diriger ces investissements vers des fonds ISR, bien sûr, de faire attention à la direction. Faire attention à son argent et utiliser l'argent qu'on a vers des fonds ISR ou autres. D'accord, bon. À retenir, je vais y réfléchir pour moi-même. Sarah ? Alors moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'implique beaucoup dans toutes les thématiques climat,
qui sont importantes pour toutes nos entreprises et pour lesquelles on est déjà tous impactés. Donc, ce que je donnerais du coup comme conseil, c'est de s'intéresser du coup un peu plus à ses clients sur ces impacts-là et de savoir demain du coup comment on peut les transformer pour qu'ils puissent du coup anticiper tous ces changements qui ont déjà lieu et qui vont s'empirer du coup à terme. D'accord. Alors c'est marrant, je pensais que vous alliez me dire qu'on allait essayer de voir quelles étaient les sociétés à mission et comment travailler avec elles. Mais finalement, moi, c'est la réponse que j'aurais. En tout cas, je vous remercie beaucoup à toutes les deux pour cet échange. Je pense qu'on peut un peu plus, grâce à vous, avancer sur qu'est-ce qu'une société à mission et comprendre en quoi les experts comptables, en quoi les comptables et tous les gens qui travaillent autour du monde financier ont vraiment quelque chose à faire, parce que derrière toutes ces idées de gouvernance, il y aura forcément à un moment donné besoin de chiffres, et c'est comme ça qu'on avance. Donc, merci à toutes les deux, et à bientôt pour un prochain épisode. Merci Jean-François. Merci. Merci pour votre écoute. Je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir ensemble la communauté des acteurs engagés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes préférées ainsi que sur le site de l'Ordre des experts comptables, oec-paris.fr. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt pour le prochain épisode.